Il ne faudra pas s'étonner de ce que une démarche qui concerne les enfants autistes, c'est-à-dire qui n'ont aucunement d'usage du langage. Et cette démarche-ci, qui consiste par le biais d'un film qui se prépare à en découvrir un peu, puisqu'il s'agit de cinéma, à ce que pourrait être l'image. Or, coïncidence, l'image au sens où je l'entends, l'image propre, est autiste. Je veux dire qu'elle ne parle pas, hein, mais l'image ne dit rien. Et que, comme pour ce qui concerne les enfants autistes, raison de plus pour que tout le monde lui fasse dire je ne sais pas quoi, hein, ouah. Ben, l'image a bon dos aussi de la même manière. Je dis l'image ne veut rien dire. Bon. L'autiste est évident qu'il ne dit rien. Hein, bon. Donc coïncidence. Donc identité, pas tellement surprenante, des deux démarches qui sont la même. Alors, voilà quelque chose d'assez parlant, si je peux dire, d'assez exemplaire. Donc il y a ce fameux radeau. 50 est un sobriquet qui s'est retrouvé attribué à un gamin d'une favela
Et tout ce que nous en savons, pour l'instant, n'est que ce radeau dont on peut dire qu'il s'agirait d'une image. En éthologie, on dirait peut-être une empreinte. Il se peut que Fichte ait vu un radeau, mais où et quand? Les radeaux n'y vont guère dans les favelas. Un radeau qui serait venu s'échouer là aurait été vite transformé en rondin de bois à brûler. Et pourquoi faire un radeau les alentours de Sao Paulo? Se peut-il que dans le sang indien qui coule, comme on dit, dans les veines de Fichte, il y ait comme une trace de radeau? Il ne s'agit pas, à vrai dire, d'un souvenir. Mais est-ce que l'enfant d'un alcoolique invétéré se souvient des bouteilles que son père vidait, seul ou avec des amis? Il ne se souvient pas. N'empêche qu'il se ressent dans son corps héréditaire de cet alcool bu par le père, et le grand-père peut-être. Fichte, pour ainsi dire, a donc un radeau dans le sang. C'est pourquoi, lors de sa première étape dans ce pays qui devenait le sien, c'est l'eau qui l'a frappé, l'eau sur laquelle il ne manquait plus que le radeau. Si ce film que nous préparons est sans doute pour moi l'ultime tentative, il était inéluctable qu'il y ait du radeau là-dedans. Parce que le radeau a toujours... j'aime pas symboliser, c'est pour ça que je ne m'en sers pas. Je sais que le mot existe, mais il y a eu de l'abus à évoquer. Ce que le travail que nous faisions, toujours à quelques-uns, pouvait avoir de précaire. Précaire au point de n'être pas très concevable. En gros, ça on faisait quand même. Nous sommes en 1989. Cela fait maintenant plus de 20 ans que Fernand Deligny s'est installé dans les Cévennes avec Jean-Marie, enfant autiste mutique qu'il rencontre à la clinique psychiatrique de la Borde, lorsqu'il y séjourne pendant 2 ans au milieu des années 60. Cette tentative cévenole, qui sera la dernière et la plus importante, marque une rupture avec ses expériences précédentes, comme lorsqu'il était éducateur spécialisé à l'asile d'Armentières ou lorsque, dans les années 50, il crée avec des membres du Parti communiste la Grande Cordée, un réseau de prise en charge d'enfants délinquants ou psychotiques. Se revendiquant comme étant foncièrement hors institution, la tentative cévenole marque une rupture dans la mesure où sa raison d'être ne réside plus dans le soin ou la réinsertion sociale. Il est question ici de vivre avec des autistes mutiques, des enfants hors langage jugés incurables par l'institution. Loin de toute logique nosologique ou psychiatrique, la démarche de Deligny à l'égard de l'autisme consiste à créer des formes qui permettent d'appréhender des modes d'être au monde radicalement différents. Il s'agit de mettre en relation ou en cohabitation 2 mondes radicalement opposés entre sujets parlants et êtres hors langage. C'est pourquoi il appelle les adultes qui l'accompagnaient dans sa démarche des présences proches, qui étaient d'ailleurs la plupart du temps non des éducateurs spécialisés, mais des ouvriers de la région. Cette désignation présence proche illustre bien la philosophie du réseau qui s'imprègne d'une profonde altérité. Il ne devait pas se placer au-dessus, en dessous ou en face des enfants, mais bien à côté d'eux. Il n'est pas question ici de soigner les autistes, mais de créer un cadre de vie qui soit propice à leur manière singulière d'être au monde. Comme le dit le philosophe Bertrand Ogilvy, qui s'est beaucoup penché sur le travail de Deligny, il ne s'agit pas de radiographer des objets d'expérience,
mais de donner forme à la rencontre d'êtres vivants qui, pour n'être pas des sujets, n'en sont pas moins des présences dont la vérité se donne à voir comme forme. La forme n'est pas moyen, mais horizon et création. Tout en refusant un discours psychiatrique institutionnalisé, la tentative deulinienne n'en est pas moins une prise en charge de l'enfance. En effet, ces formes sont toutes au service d'une pratique très concrète, à savoir l'aménagement d'un espace qui permette aux enfants de vivre. Pour cela, Deligny met en place ce qu'il appelle un coutumier, c'est-à-dire une organisation totale des activités du réseau autour et à partir du comportement des enfants, dont il a la charge, et non selon des normes définies au préalable dans le cadre d'un diagnostic. Les enfants autistes ne supportent pas le moindre écart dans la répétition des gestes quotidiens. Il s'agit donc, pour les présences proches, d'établir une organisation minutieuse du territoire à travers une série d'activités comme laver la vaisselle, mettre la table, couper et scier du bois ou encore pétrir le pain. Les enfants prennent part à ces activités par le biais de repères. Un son ou un geste peut à tout moment faire repère chez l'enfant autiste et susciter chez lui des initiatives qui l'extirpent l'espace d'un moment de ses stéréotypies, comme se cogner la tête contre un mur ou se balancer indéfiniment. Tout l'enjeu pour Deligny est donc d'identifier et d'exposer ces repères pour répondre aux besoins d'immuables de l'enfant. Il s'agit de mettre en œuvre une sensorialité qui substitue au temps programmé du soin normalisant une attention permanente à l'espace dans lequel ces corps d'enfants se repèrent à partir de formes, de couleurs, d'odeurs et de rythmes. Cette notion de repère est capitale pour comprendre la démarche de Deligny, pour qui, je cite, « le mot est à leur recherche ce que le transfert est à la psychanalyse ». Pour cela, il invente une certaine pratique de la cartographie et préconise un certain usage de la caméra. Les cartes qu'il développe au début des années 70 consistent à retranscrire sur du papier calque les trajets des enfants sur le territoire qu'il nomme « lignes d'air ». La superposition des calques sur fond de carte révèle des données invisibles à l'œil nu. De la trame des trajets et des lignes d'air se dégagent des points constants où les enfants reviennent se poster, des lieux chevêtres où se croisent les trajets des adultes et les lignes d'air des enfants, des lieux où les enfants prennent part aux projets en cours. Ces lieux, qui relèvent d'un commun, sont rendus possibles par l'existence de repères que les cartes permettent d'exposer. L'outil caméra, tout comme la cartographie, vise à suspendre tout jugement pour rencontrer le mode d'être autiste et non l'interpréter. Ce sont, je cite, des appareils à repérer. Les cartes et les images filmiques font surgir la géographie et la sensorialité de ce monde parallèle où ces enfants vivent, dont Deligny ne se demande pas d'abord comment il se fait qu'ils ne parviennent pas à en sortir, mais au contraire comment il se fait que nous n'y figurons pas. Rendre visibles ces repères permet au réseau de s'organiser, mais permet également à Deligny de partir à la recherche d'un langage non verbal, car il émet l'hypothèse en arrivant dans les Cévennes que l'autiste pense en images. Pour arriver à cette hypothèse, Deligny part d'un événement très précis. Une nuit, Jean-Marie entre en crise et se tape la tête contre un mur. Une présence proche est emmenée sur le lieu où, 12 heures avant, une pierre avait été enlevée d'un mur pour servir de cale afin de scier du bois. Au moment où la pierre a été remise à sa place, Jean-Marie s'est apaisé. Selon Deligny, cet événement est la preuve évidente de l'existence de l'image et non le symptôme. L'image est mouvement, elle déclenche un agir ou une émotion, un émoi. Le passage du temps n'altère pas la mémoire d'un enfant autiste, tout peut ressurgir intact à tout moment, l'inscription spatiale primant l'inscription chronologique. La rencontre de Deligny avec l'autisme est donc également une rencontre avec l'image. C'est d'ailleurs ce qu'il dit en amorce de l'extrait que nous venons de regarder. La démarche qui concerne les enfants autistes et la démarche qui consiste à en découvrir un peu de ce que pourrait être l'image est identique. Car l'image est autiste, du moins l'image au sens où il l'entend, l'image propre. Une image ne dit rien, elle ne parle pas. Toutefois, cette rencontre n'est jamais totalement atteignable, car Deligny situe l'image ainsi que la gravité autistique et non l'enfant autiste dehors dans le réel asymbolique, hors langage. Sur ce point, Deligny rejoint la pensée de Jacques Lacan, qui situe également le réel au dehors, hors langage. Toutefois, et pour le dire de manière un peu grossière, la différence fondamentale entre Lacan et Deligny
réside dans le fait que ce que le psychanalyste maintient dans l'orbite du symbole, Deligny le place dans l'espace concret signalé par les chevêtres. Ces lieux de rencontre dans l'espace entre les lignes d'air des enfants et le trajet des présences proches. Ces lieux de rencontre entre deux modes d'être qui se fréquentent sans se voir, signalant ainsi un éventuel espace commun. C'est par la pratique de la cartographie, l'utilisation de la caméra, mais aussi de l'écriture, que Deligny s'efforcera tout au long de son œuvre d'effleurer l'image, qu'il situe dans un horizon inatteignable. L'image ne peut jamais être tout à fait domestiquée. Nous pouvons nous en approcher, nous en étonner, mais jamais la fixer. Dans cet extrait que nous venons de voir, Deligny évoque le personnage de son film, 50, un enfant autiste brésilien ayant nullement l'usage du langage. Lorsque 50, qui a grandi dans une favela de Sao Paulo, arrive dans les Cévennes, il est tout de suite attiré par l'eau. C'est alors qu'il prend l'initiative de construire un radeau. Cette initiative est pour Deligny la preuve de l'existence de l'image. L'image d'un radeau, inscrite dans la mémoire de 50, une mémoire qui se situe hors de tout régime symbolique. Il se demande d'où pourrait venir cette image du radeau. Et je cite, « Il se peut que 50 ait vu un radeau, mais où et quand? Les radeaux n'y vont guère dans les favelas. Se peut-il que dans le sang indien qui coule, comme on dit dans les veines de 50, il y ait comme une trace de radeau? Il ne s'agit pas, à vrai dire, d'un souvenir, mais est-ce que l'enfant d'un alcoolique invétéré se souvient des bouteilles que son père vidait seul ou avec des amis? Il ne se souvient pas. N'empêche qu'il se ressent dans son corps héréditaire de cet alcool bu par le père et le grand-père peut-être. L'image dont Deligny parle ici est celle qui provoque un agir chez 50, celui de construire un radeau. C'est cette image qu'il entend glaner. Toutefois, il n'en donne pas la teneur car asymbolique. Il est intéressant de voir que l'image du radeau est également celle que Deligny utilise pour décrire le réseau cévenol, constitué des présences proches et des enfants. Je cite. « J'ai usé de l'image du radeau pour évoquer ce qu'il en est de cette tentative, ne serait-ce que pour faire entendre qu'elle doit éviter d'être surchargée, sous peine de s'enfoncer ou de faire basculer le radeau s'il est mal chargé, la charge mal répartie. Un radeau, vous savez comment c'est fait. Il y a des troncs de bois reliés entre eux de manière assez lâche, si bien que lorsque s'abattent les montagnes d'eau, l'eau passe à travers les troncs écartés. C'est par là qu'un radeau n'est pas un esquif. Autrement dit, nous ne retenons pas les questions. Notre liberté relative vient de cette structure rudimentaire dont je pense que ceux qui l'ont conçu, je veux parler du radeau, ont fait du mieux qu'ils ont pu, alors qu'ils n'étaient pas en mesure de construire une embarcation. Quand les questions s'abattent, nous ne serrons pas les rangs, nous ne joignons pas les troncs pour constituer une plateforme concertée. Bien au contraire, nous ne maintenons du projet que ce qui du projet nous relie. Vous voyez par là l'importance primordiale des liens et du mode d'attache, et de la distance même que les troncs peuvent prendre entre eux. Il faut que le lien soit suffisamment lâche et qu'il ne lâche pas. Merci. Je vais vous parler d'un projet que j'ai mené entre 2008 et 2022, donc à l'Esquisse, qui est le service de psychopathologie de l'adolescent du centre hospitalier René Dubos, comme l'a dit Jean-Joël, qui est un hôpital de jour, un lieu qui articule soins et création, avec une équipe de soignants, un psychiatre, des psychologues, des infirmières, et côté création, différents artistes qui arrivent chacun avec une discipline différente. J'y suis intervenue en tant qu'artiste visuel avec Xavier Gassman comme psychologue référent de mon atelier et de beaux partenaires culturels puisque j'ai commencé avec l'abbaye Maubuisson, site d'art contemporain du département du Val d'Oise, puis avec l'apostrophe scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise qui a été dirigée par Jean-Joël Le Chapelain et enfin, point commun, la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise. Donc en 2008, j'ai été invitée par l'abbaye de Maubuisson à intervenir à l'Esquisse, une espèce de commande. Et j'ai inventé, comme j'aime le faire, un dispositif visuel qui était adapté au lieu d'intervention. Donc j'ai beaucoup écouté, avant d'écrire le projet, les psychothérapeutes du service. Et une chose m'a interpellée, le fait que les jeunes se malmènent beaucoup physiquement. J'ai entendu parler de passage aux urgences, de scarification, de conduite alimentaire à problème, de tentatives de suicide, de choses parfois assez violentes. Donc j'ai décidé de mettre leur corps en jeu sous une forme légère, indolore,
leur ombre. Et j'ai écrit le projet Plastiline, que je vais vous présenter, qui articule cinéma, animation et théâtre d'ombre. Donc nous avons centré notre travail sur l'observation des espaces naturels, qui est une constante dans ma pratique artistique, avec un atelier qui se construit en différentes étapes. La première étape étant le modelage. Je demandais aux adolescents de construire, voilà, tout marche, de modeler à petite échelle, à l'échelle du jeu, un élément de paysage. Donc on utilisait la plastiline, un matériau qui est utilisé dans l'industrie pour faire le moulage de pièces, souvent automobiles, et aussi dans le cinéma animation en image par image. C'est un matériau qui m'intéressait parce qu'il génère des formes rondes, douces, colorées. Et l'enjeu était vraiment la douceur, de créer de la douceur. On utilisait donc des peints de plastiline brute, de différentes duretés, colorées avec de la peinture à l'huile. Donc ces petites sculptures, toutes petites, hein, pas plus grandes que ça, étaient photographiées sur fond blanc, animées image par image, pour créer des séquences d'un maximum de 5 secondes. Le temps d'une respiration avec une diffusion en boucle. Il était important pour moi d'utiliser une technique 5, mais un peu séduisante, un peu efficace. Donc je me suis beaucoup référée au début de la photographie, et en particulier à la chronophotographie de Marais. Ce qui était important aussi, c'était que je ne souhaitais absolument pas leur laisser le temps de la narration. Je ne voulais surtout pas que de... Enfin, c'est une manière de nous protéger contre d'éventuelles histoires douloureuses qui auraient pu survenir. Ça, c'était pour les psys. La dernière étape, l'étape finale, était en fait, l'enjeu était de vidéo-projeter ces animations à grande échelle pour créer des paysages lumineux habités par les ombres des adolescents. Donc vous allez voir en même temps les paysages vides, animés, et des photographies de ce moment de théâtre d'ombre. Donc l'idée était d'investir, enfin de créer un espace virtuel un peu différent de celui des jeux vidéo. On avait investi une ancienne lingerie à l'hôpital, un très beau lieu, très beau lieu, un peu roots, mais très beau. On y a créé l'obscurité et installé un vaste écran translucide de 6 mètres sur 4. Donc vous regardez, je pense que ça, je suis un peu de retard, mais vas-y, laisse. La première animation que je demandais à un jeune était toujours de réaliser un arbre. On a aujourd'hui un arboretum où chaque jeune a fait trace dans l'atelier avec son arbre. On commençait souvent par une promenade en forêt, donc je les amenais dans des beaux endroits que je connaissais, dans le Vexin, pas loin derrière l'hôpital, pour voir grand, oxygéner un peu nos créations. Donner du souffle, trouver du souffle. Apprendre à regarder aussi, ce qui n'était pas une chose évidente. Choisir une espèce, un moment de l'année, comprendre comment les parties s'organisent. Le choix d'un arbre n'est pas du tout anodin. Modeler un arbre, c'est raconter son histoire. Raconter comment il a grandi, comprendre, est-ce qu'il a subi un aléa climatique. Et j'ai souvent réalisé que c'était compliqué pour certains jeunes si eux-mêmes avaient eu un parcours difficile. Là, vous allez voir 3 séries de fleurs qui ont été inspirées des photographies de fleurs d'Adolphe Braun, qui est une photographie qui ont été réalisées en 1870. Donc vous allez voir d'abord un cerisier avec des fleurs blanches immaculées qui s'épanouissent sur une matière qui est presque fécale, alors vous ne voyez pas bien, mais moi je peux le dire parce que j'étais là au moment du modelage. Ensuite une rose avec un jeu d'échelle Lewis Carroll. Vous allez voir le théâtre d'ombre tout de suite après. Puisque c'était le moment où les jeunes habitaient leur paysage, que le paysage trouvait sa vraie dimension en fait. Voilà. Du coup, je pense que c'est assez clair le dispositif. Et ensuite, vous allez voir un nénuphar que je trouvais intéressant déjà parce que souvent, les fleurs qui arrivaient dans l'atelier n'avaient pas d'organe de reproduction. Celle-là, on a. Et à elle toute seule, elle crée un espace parce qu'on voit la fleur au-dessus qui est immobile et en dessous, l'eau, en fait, avec la tige qui bouge dans l'eau. En fait, c'est vraiment juste un travail sur l'espace que j'ai fait avec ces jeunes. Ça, je voulais vous montrer ces images, parce que c'est un atelier qui a fait date. Ça n'est pas simple d'intervenir dans ces ateliers. Il se trouve que ce jour-là, c'était un théâtre d'ombre particulièrement difficile. Et j'étais tellement désespérée que j'ai dit, écoutez, vous savez ce qu'on va faire. Moi aussi, je vais arrêter de prendre des décisions. On va laisser l'appareil photo se déclencher au hasard. Et vous allez juste vous balader comme vous voulez dans le paysage. Et en vérité, en travaillant avec le hasard de la prise de vue, ça a donné des choses très intéressantes. C'est-à-dire qu'en fait, pendant ces 14 années, j'ai aussi, moi, appris à lâcher, en fait. À cesser qu'on improvise tous, qu'on se mette vraiment tous dans les dangers et les affres de la création. On continue, s'il vous plaît. Donc voilà mes images d'herbes que j'aime beaucoup, du coup, parce qu'elles m'ont
elles ont vraiment fait avancer l'atelier. Donc là, vous allez voir un nid, un seul, issu d'une série, enfin d'un travail sur les nids d'Andy Goldsworthy, donc cet artiste anglais qui travaille dans le paysage, avec ce nid de ronces très élégant, un peu comme une couronne d'épines. Un travail sur la terre qui a été réalisé après une exposition à l'abbaye de Maubuisson qui s'appelait 1000 terres, 1000 vies, de cet artiste japonais qui s'appelle Koichi Kurita, qui récolte une poignée de terre dans chaque village en France, au Japon, qui a aujourd'hui une collection merveilleuse et qui nous donne à voir les variations de la couleur de la terre. Un nuage de sable qui a été réalisé à un moment où du sable du Sahara avait traversé la Méditerranée et s'était déposé sur nos voitures. Mais curieusement, c'était un travail, le thème de travail que j'avais posé, c'était un abri. Et on arrive, voilà, vous conviendrez que c'est quand même un abri un peu volatile, pas très sécurisant, j'ai pas beaucoup de temps. Les montagnes, donc réalisées d'après les photographies des années 40 dans Ansel Adams, des photographies du Glacier National Park. Donc un travail qui a été réalisé en jouant avec les différents degrés de la dureté de la plastiline et leur résistance à la chaleur. Une plastiline 70 très très dure pour faire le socle, la montagne pierreuse, et la neige en plastiline 40 fondue au sèche-cheveux. Et vous allez voir dans le théâtre d'ombre en fait le corps qui se dissout aussi dans la matière. Ensuite, vous allez voir un volcan qui se dresse comme un sexe masculin. C'est une chose que j'ai beaucoup rencontrée, souvent de forme très phallique, plus que de sexe féminin, posé sur la table. Donc la question c'était, heureusement qu'il y avait un psy derrière pour m'aider un peu, qu'est-ce que je fais quand je vois ça? En fait, rien. Je faisais comme si j'avais pas vu. Voilà, Xavier me rassurait, me disait, mais t'inquiète pas, c'est normal qu'on croise ça à cette étape de leur vie. Voilà. Des nuages. Donc là, une pure question de sculpture. Comment est-ce qu'on peut modeler un élément aussi volatile qu'un nuage avec une matière aussi dense que la plastiline? Voilà. Et la plastiline, ça peut être une matière qui est un peu récalcitrante, hein, c'est une matière qui est lourde. L'enjeu était donc d'intégrer en fait les contraintes de la plastiline, de lui donner forme coûte que coûte. Et il me semble que c'était une leçon de vie. Un peu comme ça que j'ai abordé l'atelier. Hein. C'est-à-dire qu'en leur apprenant des choses, comment est-ce qu'on avance dans une démarche de création, on apprend des trucs pour avancer dans la vie. Alors, il faut imaginer quand même la dimension. Je tenais ça à peu près comme ça, avec un écran qui était, voilà, qui aurait pris la moitié de l'espace là. Vous avez vraiment l'espace évolué. Et à l'abri du regard, parce qu'en fait, le spectateur était d'un côté de l'écran, et l'acteur, celui qui habitait le paysage, était invisible. En fait, on ne voyait que son ombre. Vous allez voir des images d'un théâtre d'ombre autour de on travaille sur la neige. C'était un jour de neige. On a travaillé, on a travaillé sur la façon dont les flocons de neige se construisent et comment sont construits ces cristaux de glace. C'était un théâtre d'ombre super fluide. Quel bonheur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, parfois c'était un moment très très sensible. Il se trouve qu'à l'esquisse, on était plusieurs artistes. Il y avait entre autres Alvaro Morel qui était un danseur chorégraphe et on a construit pas mal d'ateliers croisés où en fait on travaillé ensemble et il m'a beaucoup aidé à avancer dans ce moment très sensible où il fallait mettre le corps en œuvre. C'est déjà pas très simple pour moi, alors pour les ados encore plus compliqué. Mais en tout cas ces croisements de pratiques entre les artistes étaient très fructueux. Des étoiles super vite dans le ciel, des étoiles de mer qui se recroquevillent, des étoiles dans le ciel qui se recroquevillent comme des étoiles de mer. Un mouvement de repli qui était une constante chez cette jeune femme, cette adolescente. On a travaillé sur la structure très complexe des toiles d'araignée, puisqu'elles sécrètent plusieurs sortes de fils, chacun ayant une fonction différente. On a essayé de comprendre. Et j'ai demandé aux jeunes de tisser, de fabriquer des toiles d'araignée qui s'accrochent aux limites de l'écran. Enfin, c'est un travail de photographie, c'est un travail de cadrage, on va travailler là-dessus. Et voilà, donc vous allez voir comment les ombres sont piégées dans nos toiles d'araignée de plastiline. Vous allez voir aussi, c'est un petit peu esquissé, en fait, beaucoup de jeunes détruisaient leur modelage. Et cette fois-ci, on a essayé de faire quelque chose de ce mouvement de la destruction. Voilà, les ombres piégées dans les toiles d'araignée. On a travaillé sur les coquilles. On a travaillé d'après les collections du Musée d'histoire naturelle de Nantes. Ça, c'était une proposition des adolescents au sortir du confinement.
c'était une proposition intéressante. Et donc, c'était des animations qui ont été réalisées plutôt en fin d'année, à un moment où les jeunes s'étaient déjà approprié l'atelier. Je voulais quand même juste en profiter pour rappeler qu'en début de saison, puisque je suivais ces jeunes, enfin je travaillais avec ces jeunes pendant plusieurs mois, en début, les premières rencontres m'ont toujours un peu saisie, c'est-à-dire que beaucoup se refusent à travailler, beaucoup dorment pour échapper à mes demandes. Il faut beaucoup de temps, en fait, pour les apprivoiser, gagner leur confiance, leur prouver que de toute façon, quoi qu'il arrive, je les amènerai à une forme qui tient, et le temps aussi qu'ils comprennent ce qu'ils font là. Ensuite, vous allez voir un abri. Là, on avait travaillé sur un architecte japonais qui intervient dans les espaces naturels. Et l'un des jeunes a construit un abri collectif. Voilà. Et là, on voit donc les jeunes qui habitent cet abri collectif. Une cage qui s'ouvre comme un escargot. Et puis la dernière animation que vous allez voir, qui était en sortie de confinement, des papiers peints. On a travaillé sur la seule nature qui était accessible, donc la nature qui était présente dans l'espace naturel. On a travaillé d'après les collections de papier peint du musée des arts décoratifs de Paris. Je pense que c'est très important de nourrir, ça aussi c'est une chose que j'ai appris pendant ces 14 ans. Il faut absolument nourrir les jeunes avant qu'ils puissent s'engager dans un processus de création. C'est la raison pour laquelle je citais chaque fois la source de notre travail. Je vais quand même vous dire que là, vous venez de voir la forme du forme, mais ce qui est important, c'est pas la forme finale, mais le processus, évidemment. Il faut que je vais le dire. J'ai besoin de le redire. Que ce qui est important, c'est le processus qui l'a fait advenir. Les jeunes qui arrivent à l'esquisse, il faut quand même que j'en dise deux mots, ils sont en panne, à l'arrêt, souvent déscolarisés, avec peu ou pas de vie sociale, dans une espèce de maladie du désir. Et dans les ateliers, il faut les engager dans un processus de création en déjouant les mécanismes qui freinent. Vaste tâche, hein. Mais j'avais quand même envie de dire qu'il faut être créatif pour inventer sa vie. Et que c'est particulièrement nécessaire au moment de l'adolescence, où ce moment il va falloir écrire sa vie d'adulte en tout cas, et que l'enjeu de l'atelier n'est évidemment pas de créer des artistes, de faire des artistes de ces jeunes, mais de leur donner le goût de la création, de les remettre en route pour qu'ils puissent inventer leur vie. Je vais quand même, là j'ai encore besoin de 30 secondes, parce que c'est un atelier qui a été mené pendant 14 ans avec d'autres artistes, hein, on était 7 au total, à l'esquisse, et que l'esquisse a malheureusement fermé ses portes en juin 2022. Donc j'avais juste envie de vous montrer les 30 dernières secondes qui ont été filmées dans ce très bel espace de travail, sur un tout petit écran de 2,40 m sur 2,40 m, qui a été installé dans le couloir de l'esquisse. C'était un des rares espaces obscurs que j'ai pu trouver, parce qu'en fait on nous avait retiré nos espaces de travail. Et voilà, vous allez donc voir ces 30 petites secondes donc sur une musique, cette fois-ci avec un peu de son, parce que du coup on a travaillé un peu différemment, sur une musique de Steve Reich, et je terminerai là-dessus. Un éclairage de Xavier Gassman, qui était l'un des initiateurs, je te passe le micro Xavier, l'un des initiateurs de ce projet à l'hôpital de Pontoise. Oui, donc ce que Agnès Caffier a montré, c'est le travail d'artiste dans un hôpital de jour pour adolescents. Ce qui est important, donc elle a dit 2-3 mots de ces adolescents, ce sont des adolescents qui arrivaient à l'hôpital dans des difficultés psychopathologiques, je dirais, assez majeures, très souvent en retrait de la vie sociale de façon assez générale, et avec très souvent des attaques sur eux-mêmes. Ce qui a été important dans tout ce travail, justement sur la place des artistes, c'était juste, et ça rejoint un petit peu tout ce qui a été dit ce matin, déjà, moi ce qui a commencé à être dit, c'était d'insuffler quelque chose du côté de la vie en appui sur le travail de création que ces adolescents pouvaient trouver auprès des artistes qui, eux-mêmes, dans la rencontre avec les adolescents, amenaient leur manière de travailler avec une matière brute. Liliane me le disait en aparté. Ce qui est important de relever là, c'est que
effectivement, ces adolescents étaient aux prises avec quelque chose qui était brut en eux-mêmes, et que la rencontre avec cette matière les amenait à un travail littéralement de transformation, c'est-à-dire une mise en forme des impasses dans lesquelles ils se trouvaient. Et le dispositif que nous avons construit, moi qui étais à l'œuvre à cette occasion, c'était surtout de différencier les espaces de création qui ne devaient pas être, comment dirais-je, psychopathologisés ou même psychologisés, mais de déterminer des espaces de différenciation entre les espaces de création, justement, et la mise au travail secondairement, je dirais, dans l'après-coup, dans le travail thérapeutique qui se faisait avec les jeunes, en appui sur ce qu'ils pouvaient mettre en forme dans ces ateliers. Et donc c'est un travail qui s'est fait, effectivement, comme disait Agnès, pendant un peu plus de 10 ans, 14 ans, je crois, et qui, du fait de décisions administratives unilatérales, a conduit à la fermeture des portes de cet hôpital de jour et de tout le service de psychopathologie de l'adolescent de l'hôpital de Pontoise. Je vous le dis avec le sourire, mais ça a été très triste pour tous les gens qui ont participé. Voilà. Bon, bonne continuation. Je vais simplement vous dire que nous sommes très très heureux d'accueillir Marie-Josée Manzin, qui était déjà à nos côtés dans notre meeting Enfance effacée, comment résister, en 2016 à Montreuil. Donc c'est un grand plaisir pour nous de la retrouver ce matin. Marie-Josée Manzin est une femme de combat, habitée par l'espoir, qui aime travailler pour les enfants. Et nous partageons avec elle le fait que la convivialité et l'hospitalité sont les enjeux politiques de l'économie psychique de toute collectivité. Le fil de sa pensée nous accompagne pour repérer et ne pas se laisser vampiriser par le commerce des images qui peuvent si facilement nous asservir. Vous avez fait de l'image, Marie-Josée, un enjeu politique majeur et certain. Il y a, dites-vous, des images qui donnent la parole et d'autres qui prennent la parole. Car faire voir, c'est faire croire, et faire croire, c'est faire obéir. Qui mieux que vous pour condenser ce que nous vivons actuellement? Vous écrivez, ces flux audiovisuels portent atteinte au tissu relationnel et au rapport d'altérité. Ils nous donnent à manger des images pour mieux dévorer notre désir. Vous avez travaillé auprès des enfants pendant 2 ans dans des classes d'école primaire pour entendre et comprendre quel impact avaient les images artistiques ou télévisuelles. Vous avez écrit à la suite de cette rencontre avec ces enfants un livre édité chez Gallimard Jeunesse qui s'appelle « Qu'est-ce que tu vois ?» Vous avez aussi travaillé pendant 2 ans avec la PJJ auprès de mineurs étiquetés radicalisés. Et en fait, vous avez rencontré une douleur infantile puisque leur violence résistait de leur effacement, de leur invisibilité. S'ouvre ainsi une vaste question. Pourquoi cette guerre livrée à ceux qui n'ont pas d'image et qui ne savent pas comment avoir droit au regard? Pour finir cette trop brève intervention par rapport à votre travail d'écriture et l'intérêt que vous avez toujours porté au cinéma, vous avez souhaité que nous donnions à voir actuellement, là, ici sur ce grand écran, cette image d'un bébé au sein pour interroger l'implicite de la dimension totalitaire portée par une économie de la satiété qui manipule les images pour servir le marché qui veut réduire notre insatiable désir de vivre à la satisfaction de nos besoins. Je vous laisse donc la parole pour réfléchir avec nous autour de cette question. Comment notre appétit de voir pourrait-il ou peut-il infléchir notre appétit de vivre? Merci.
Merci Liliane. Je vais dire, pour ceux qui ne le verraient pas bien, cette image, je l'ai choisie, c'est une image de publicité pour l'agence Corbis, qui est une des plus grandes banques d'images mondiales. Et en dessous de cette femme sans tête qui donne le sein à un bébé ébloui et goulu, il y a écrit « Imaginez que vous puissiez trouver tout ce que vous cherchez au même endroit. » Corbis. Voilà. Et donc, j'ai proposé à Liliane de poursuivre avec vous brièvement une petite méditation un peu triste, mais j'espère nerveuse, après toutes les belles choses qu'on vient d'entendre et que j'admire beaucoup, sur quelque chose de plus inquiétant que j'appelle l'oralité de l'image, les rapports de l'image à l'oralité. Tout à l'heure, on demandait ce que l'on pouvait attendre d'un enfant. Je dirais de nous aider à ne pas nous laisser infantiliser. La question de l'infantilisation, de l'infantilisme n'est pas du tout, et la douleur des enfants, je préférerais ne pas l'appeler infantile, mais c'est une douleur pleine de gravité qui n'est pas infantile. Les enfants ne sont pas infantiles. Et je rappelle que Rossellini, immense cinéaste, comme vous savez, a renoncé à faire des films pour ne faire que des documentaires. Et dans les textes qui ont accompagné ce retrait de toute production cinématographique de type fictionnel, c'est qu'il dit, à proprement parler, avec ces mots-là, qu'il ne peut plus supporter le fait que l'industrie du cinéma était au service d'une infantilisation de la population, des adultes. Autrement dit, les enfants peuvent nous aider à ne pas devenir infantiles et à ne pas rester infantiles. Et c'est effectivement ce que j'ai vécu pendant les 2 ans où je suis retournée en CE2 et CM1 et où je me suis rendu compte de la maturité étonnante de la perception des formes, des images et des questions posées par les enfants aux images, au point même qu'ils ont presque employé le mot, non pas infantile, mais des histoires pour enfants, quand on avait abordé la question de la pornographie. C'était un étonnement pour certains enfants ça trouvait d'ailleurs, c'est une expérience que j'ai faite dans la montagne, dans la campagne, où des enfants regardaient la pornographie pendant que les parents étaient au champ, en train de travailler dans les champs, et en disant, mais pourquoi les grandes personnes regardent ça? C'est-à-dire qu'il y avait un étonnement des enfants d'imaginer que ces films étaient pour adultes. Ce qui était très drôle, puisqu'au même moment, Madame Kriegel disait qu'il fallait attendre une certaine maturité pour voir de la pornographie. Les enfants disaient le contraire. Donc je trouve très important cette réflexion sur la résistance à l'infantilisation entre autres par l'organisation du commerce et de l'oralité et de la gourmandise et de la gloutonnerie. Et je voudrais donner comme phrase de repère « on ne parle pas la bouche pleine » ou « avoir les yeux plus gros que le ventre ». Je vous rappelle qu'à partir du 19e siècle, quand on a commencé à faire du pop-corn, le coup de génie a été, de la part d'un Américain, de décider que le pop-corn deviendrait non seulement une nourriture populaire, à bon marché, amusante, à la fois festive et bourrative, surtout pour les classes populaires, mais que si on l'introduisait dans les salles de spectacle, ça allait devenir très important. Et je vous étonnerai peut-être en vous disant qu'aux États-Unis, 85% des bénéfices faits par les salles de cinéma se fait avec le pop-corn. C'est inouï, les bénéfices. C'est-à-dire qu'on mange, n'est-ce pas? Alors tout à l'heure, oui, vous citiez
une phrase que j'ai écrite, oui. Il y a des images qui donnent la parole et des images qui prennent la parole. Et qu'il y a une gloutonnerie, il y a l'appétit de voir est quelque chose qui peut être atteint pathologiquement. Et je ne peux pas ne pas lier tous ces drames de l'obésité, voire de l'anorexie, et ceux de l'obésité, liés à un rapport tout à fait stupéfiant du rapport à la visibilité. Alors c'est vrai que lorsque j'ai travaillé avec les gamins, les petits adolescents de la PJJ, l'importance de l'image, je demandais à l'un d'eux lors d'une discussion, on passait de longues heures ensemble, mais au fond, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu désirerais le plus, n'est-ce pas? C'était pas le sein d'une maman sans tête. Je me dis, me répond-il, il avait 14 ans et demi, je me dis, construis ton image. Et je dis, bon. Et peu à peu, la discussion s'est propagée dans le groupe, une douzaine de gamins et de femmes, de jeunes filles, et annonçant une sorte de souffrance de leur propre invisibilité. C'est-à-dire, voilà, on me donne à voir, mais on ne me voit pas. Je suis gavée au niveau de la vision et je suis privée de tout regard. Ce qui fait qu'il y avait un besoin d'être vu à travers des signes visibles, comme les marques, etc., mais plus encore, par l'insolence, par la violence, par le feu. C'est quelque chose qui revenait souvent, mettre le feu. Mettre le feu, pas forcément pour brûler, que pour provoquer une espèce de drame de la lumière, de drame dans la nuit. Être vu, être reconnu, voilà. D'où l'importance que j'accorde à la différence que je fais entre vision et regard. On peut être gavé de choses à voir et ne rien voir et ne rien regarder. Il y avait une phrase d'ailleurs dite dans un reportage concernant des rapports des enfants aux images, d'une mère traversant la pièce où son enfant est absolument figé devant un écran de télévision, disant à son enfant, si tu continues à regarder la télévision, je vais l'éteindre. Donc on arrive, vous voyez, à une espèce de retournement assez pervers sur le fait que, bon, il ne faut pas que les enfants soient addicts aux écrans, mais en même temps, on ne peut pas suspendre cette espèce de boulimie, ce besoin, ce que j'appelle une oralité. Une oralité qui fait que les images sont vécues sur un mode finalement oral, et c'est cela, prendre la parole, c'est on ne peut pas parler la bouche pleine. Et donc c'est là que je voulais ouvrir un peu la discussion entre nous et le lier à la question du temps. Dans la mesure où, justement, si tu continues à voir la télévision, je vais l'éteindre. Ou quand j'ai travaillé dans les prisons, c'était à la prison de la Santé, où on avait installé tout un réseau de télévision dans les cellules. Il y avait des discussions extrêmement violentes et aiguës et intelligentes et inquiètes avec les détenus. Certains disant que la télévision pouvant fonctionner nuit et jour non-stop, ils avaient l'impression que le temps de la détention, tout d'un coup, disparaissait. Il y avait une perte du sentiment du temps. Et d'autres, précisément, qui s'insurgeaient contre cette location, puisque c'était des locations d'écran, de télévision, en disant qu'ils avaient le sentiment, justement, d'être privés d'eux-mêmes, enfin, d'être dans un moment qu'ils étaient plus prisonniers de cet écran que de la prison de la santé. Et que, aussi longtemps que la prison de la santé se privait de télévision, pour eux,
ils vivaient la question de la prison et pouvaient se poser la question de leur liberté. Et donc, entre eux, ils se disaient, alors, au fond, tu n'as plus besoin de t'évader, quoi. C'était ça. Tu n'as plus besoin de liberté. Tu ne peux plus penser en termes de liberté parce que quelque chose t'enferme qui te fait oublier ce que signifie la prison comme perte de liberté. Donc, vous voyez à quel point la question des flux d'images touche aussi, je dirais, la construction subjective de la temporalité, de la durée, et donc touche non seulement à la parole, mais à une réflexion concernant la liberté. Croire qu'on s'évade, ou croire qu'on a mangé, ou manger en voyant, enfin, vous voyez. Alors, c'est vrai que Liliane a cité cette espèce de petit syntagme que j'ai formé en écrivant l'image, faire voir, c'est faire croire, et faire croire, c'est faire obéir. C'est un syntagme que j'ai construit à la suite de ce qui est à l'origine, en tous les cas temporellement, de mon travail sur les images, qui était au fond de rechercher l'origine de la construction de la société occidentale dans cette addiction à la visibilité, dans la mesure où la question de la visibilité et du pouvoir politique était indissociable. J'avais donc travaillé sur la période de l'iconoclasme pour savoir pourquoi, à un moment donné, dans l'Empire byzantin, on s'était entretué avec une sauvagerie, une barbarie sans précédent, les uns pour casser les images des autres, et ceux qui cassaient les images des autres pour imposer évidemment leurs propres images. Les iconoclastes ne se contentent pas de détruire les images, ils peuvent imposer leurs propres images. Donc c'était une lutte pour le pouvoir. l'Église était en train de prendre le pouvoir par ce que j'appelle l'iconocratie, et les iconoclastes, les empereurs iconoclastes, ne voulaient plus le pouvoir de l'Église. Je ne vais pas vous dire qu'ils voulaient un pouvoir laïque, mais quasiment pensaient en tous les cas que le chef de l'Église, c'était l'empereur, et ce n'était pas le patriarche. C'était ça qui était en jeu. Or, précisément, c'est l'Église qui a gagné. Et le pouvoir occidental chrétien est à la source même constituante du capitalisme et de cette société que Guy Debord, cette société du spectacle, dont Guy Debord a tout d'un coup saisi la perversité optique, hein, l'optique du pouvoir. J'avais fait une conférence d'ailleurs un jour sur l'optique du pouvoir, à quel moment le développement de l'optique dans le monde occidental correspondait au développement des théories mercantilistes. Bon, bref, c'est encore autre chose. Mais si vous voulez, à partir de cette victoire ecclésiastique qui disait que on ne devait plus lire la Bible parce que l'image était la Bible des illettrés, c'était l'expression, et donc on pouvait être illettré du moment qu'on pouvait comprendre les images. Et on prend le pouvoir avec des images et on supprime le livre. Comme vous le savez, ce sont les protestants, enfin c'est la Réforme qui a essayé de remettre un peu d'ordre dans cette grande faveur de l'illettrisme, mais ça sans s'insurger contre le capitalisme, bien au contraire. Donc c'était tout cela dont je voulais vous parler pendant quelques minutes pour déplacer finalement au niveau conscient, politique, comme au niveau inconscient, la question de la faim, F-A-I-M, ou de l'appétit. Hein. Donc oui, c'est vrai que j'ai écrit un texte qui s'appelle « Appétit de voir, appétit de vivre », de façon à analyser les images en nous demandant quelles étaient les images qui nous donnaient la parole. C'est celles qui suscitent notre appétit de vivre, notre puissance d'agir. Vous savez qu'on cite beaucoup Spinoza, notre puissance d'agir, notre capacité d'acteur, notre capacité de parole, notre capacité de résistance, notre autonomie, donc notre liberté.
Ça aussi, c'est un mot qu'on n'emploie plus beaucoup, la liberté. On parle des libertés, et on défend toujours des droits, mais il y a quelque chose que l'art et les images, et l'art des images est seul à nous donner, c'est celle de nous réapproprier notre parole et à construire notre regard sur tout autre. Donc le travail maintenant que je fais, c'est de lier la construction du regard à une politique de l'hospitalité. Hospitalité de tout nouveau venu, qu'il soit un nouveau-né ou qu'il soit un émigré. C'est tout. Oui, et vous parlez aussi du leur-champ. Ah oui, c'est alors. Très important. Oui, il m'a dit qu'il fallait faire vite. Oui, mais enfin, on a encore 5 minutes. 5 minutes pour le hors-champ. Le hors-champ, oui. Oui. Je crois que c'est très important. C'est très important. C'est une histoire de cadre, Voilà. de structuration, c'est ça. de construction. Prenons l'exemple justement de l'écran télévisuel vous donnant des informations. Il est évident que les images qui sont choisies à la télévision, souvenez-vous du 11 septembre, mais même de tout ce qui se passe encore aujourd'hui et de plus en plus, on vous montre ce qu'on nous donne à voir, ce qu'on nous donne à croire, en considérant que tout ce que vous avez vu, nous allons voir. Et même au sujet de l'Ukraine, il y a une façon dont la BMTV fabrique l'information, avec cette espèce de rouleau d'images qui tourne comme ça sans arrêt, comme si les gens qui parlaient devaient être vraiment avec une épine dorsale faite d'images qui reviennent sans cesse, etc. Donc cette saturation de l'image qui fait que la télévision donne à voir une totalité, hein, de toutes les façons, imaginez que tout ce que vous pouvez désirer voir se trouve au même endroit, vous passez du sein maternel à la télé, de la télé à un cinéma de divertissement, et donc à cet état de nourrissons affamés qui têtent la télévision, qui têtent le cinéma, et contre lequel, justement, Rossellini. C'est pour ça que je disais dès le départ, lutter contre l'infantilisation. Pourquoi les enfants trouvaient la pornographie intéressante, non seulement parce que ça leur donnait à voir des choses dont on ne leur parlait pas, mais c'est surtout des choses qu'on leur cachait. Voilà. Hein, et donc, pourquoi les adultes font ça, puisque eux, ils se cachent rien entre eux. Ils font la même chose tout nus chez eux, enfin, etc. Pourquoi papa et maman regardent, voilà, c'est ça qui était très étonnant. Alors, cette question du hors-champ, je l'ai débattue aussi également, beaucoup avec le travail avec le cinéma, puisque je travaille avec les cinéastes. J'aimais beaucoup un grand ami, un grand cinéaste, un grand documentaliste, Jean-Louis Comolli, qui nous a quittés il y a quelques mois, enfin en avril dernier, et qui me disait, quand je vais faire un film, quand je vais tourner un film, je prends un cahier et j'écris, non pas le scénario, tout ce que je ne montrerai pas. Ce que je ne montrerai pas. C'était ça, son premier storyboard, c'était ça, je ne montrerai pas. Et la deuxième chose, c'était quand il filmait le Front National, hein, Nouvelles du Front, la campagne de Provence, Marseille, etc., la campagne de Maigret, Jean-Marie Le Pen, c'est toujours filmer non pas l'ennemi, mais l'adversaire dans sa dignité. Donc ne jamais, dans la mesure où, quand il allait dans les réunions du Front National, ça s'appelait encore comme ça, et qu'il y avait tous ces faciès assez ensauvagés, fixés dans une sorte de jouissance dont nous avons vu aussi les visages autour de Trump à la télévision. Voilà. Surtout pas ne jamais montrer, laisser dans le hors-champ ce qui pourrait obstruer l'écoute, la construction critique du regard, la construction politique d'un adversaire et non pas la haine d'un ennemi. Il ne s'agit pas de montrer un homme à abattre,
Il s'agit de montrer un homme à combattre. Et donc, ceci est très important dans la construction du hors-champ. C'est cadrer, savoir ce qu'on ne veut pas montrer. Mais c'est plus encore, savoir ce que l'on souhaite que le spectateur construise à son tour. C'est-à-dire, bon, c'est la question aussi du montage, etc. Bon, j'ai beaucoup travaillé avec les monteurs. Donc c'est à travers toute cette expérience du cinéma que le hors-champ est devenu un outil, surtout quand j'ai travaillé avec les réalisateurs et les monteurs. Les monteurs, d'ailleurs. Pas les menteurs, les monteurs, les monteurs, oui. C'est-à-dire ceux qui, quand on a toute la bande d'enregistrement, ben, on choisit ce qu'on va montrer. Le montage, c'est un cadrage, c'est une façon d'articuler le visible. Et s'il y a des choses qu'on ne va pas montrer, c'est précisément parce qu'elles ne construisent pas le regard, ou qu'elles rendent indigne, ou qu'elles ne respectent plus la capacité d'intelligence critique et de liberté du spectateur. C'est ce souci de la dignité du spectateur qui fait que ça ne se passe que dans le souci de la dignité de l'image elle-même. Donc, on ne peut pas séparer la question du hors-champ, parce que le premier hors-champ, c'est le spectateur. C'est celui qui n'est pas à l'écran, celui qui le regarde. Voilà. Le premier hors-champ, c'est celui où il y a le cinéaste, c'est le caméraman, c'est le photographe. L'autre hors-champ, bon, c'est le preneur de son, etc. Tout ça, ça va faire l'objet de choix et d'une construction du regard qui ne devrait pas, dans le cas où c'est un geste d'art, c'est-à-dire un geste qui a droit à ce nom parce qu'il donne de la liberté à celui à qui il s'adresse. Il n'y a pas d'autre définition de l'art, non pas par sa forme, mais par la liberté qu'il nous donne, qu'il donne à celui à qui il s'adresse. Voilà. Donc tous les artistes ne font pas des œuvres d'art. J'ai eu l'occasion de le dire récemment à quelqu'un qui me parlait d'une œuvre d'art qui était vraiment dégueulasse. C'est dommage que ce soit une œuvre d'art. Et je dis pourquoi c'est une œuvre d'art ? Ben parce que c'est un artiste qui l'a faite. Alors, on est dans une cage à écureuils. Je dis non, il faut vous faire à l'idée que si c'est dégueulasse, c'est plus un artiste qui l'a faite, c'est un artiste qui s'auto-désigne comme tel. Mais en tant que spectateur, moi je dis, ça va pas, je marche pas. Voilà. Donc il faut cesser d'appeler art tout ce qui se donne. Tout ce qui est donné par des gens auto-désignés comme artistes ou désignés par le marché comme des artistes. Il nous incombe, nous, spectateurs, de décider très librement et de façon critique s'il s'agit de l'art en vertu et en fonction de la liberté que nous recueillons dans cet échange avec ces objets, avec ces personnes, avec ces montages, avec ces films, avec ces installations, avec ces danses, avec ces poèmes, avec ces musiques. Merci. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Fernand Deligny a expliqué, l'image est autiste car l'image ne parle pas. Elle ne parle pas en elle-même, ni pour elle-même. Alors ma question, si on est dans la civilisation de l'image, est-on dans la civilisation de l'autisme ? C'est pour ça aussi, je crois que le diagnostic d'autisme est aussi à la mode. Comme on vit dans une époque horrible, si on pense images, horreur, films d'horreur, spectre, alors on prend autisme, on ajoute spectre, et là on a un diagnostic qui est hyper tendance sur Twitter, Insta et TikTok. Le trouble du spectre autistique. Alors, ouais, représente Monoblé, les quartiers sud des Cévennes, la cité de Deligny. Ouais, on est au café, le café du commerce, Dadou, Pâques, Juju, Mehdi, Mister Camillo. Ouais. Bon, alors voilà, moi je viens de Monoblé, donc la ville, j'ai connu Deligny, le petit village. Je voulais juste dire ça pour m'ajouter un peu de street crédibilité, quoi. Parce que quand même, on est dans la culture de l'image. Bah ouais, alors Monoblé, bien sûr, ça fait pas peur. C'est un petit village du sud des Cévennes, mais parfois il y a des accidents de chasse. Et parfois il y a même des claquages sur le terrain de foot, et même des accidents de voiture, et puis des histoires d'amour. Et enfin, surtout, on a l'amour des histoires. Alors, lorsque 50, qui vient des favelas brésiliens, arrive dans les Cévennes, il fait des rados.
Et après, il part aux States, et vous connaissez la suite, 50 Cent, Devenir riche ou Mourir en essayant, tout ça, son premier album. Voilà, vous voyez, la civilisation de l'image, l'autisme, tout ça, quoi, voilà. Alors, Agnès Caffier nous dit que ce qui compte n'est pas la forme, mais le processus. Les jeunes qu'elle accompagne en hôpital de jour ont une maladie du désir. Et il faut être créatif pour inventer sa vie. Surtout quand après 14 ans, l'esquisse ferme, qu'est-ce qu'on fait juste après? Comment on réinvente sa vie, Et alors voilà, la réponse, c'est peut-être qu'il faut attraper les étoiles. Alors moi, vous savez, j'écoute toujours de manière un petit peu partielle. Je me demandais, alors du coup, l'esquisse, c'est quoi? C'est l'hôpital de jour qui a fermé ou c'est juste l'atelier? Je croyais faire une vanne. Non, d'accord. Ok. Voilà, je me disais bien, parce que on va le dire quand même, à la fermeture des hôpitaux de jour, c'est un peu comme le cannibalisme. On sait que c'est pas la meilleure idée, mais ça arrive. Voilà. Alors Marie-Josée Mondzin nous écrit qu'il y a des images qui donnent la parole et d'autres qui prennent la parole. Alors, il nous donne à manger des images pour mieux dévorer notre désir. Marie-Josée Mondzin nous dit que les enfants peuvent nous aider à ne pas nous laisser infantiliser. Les enfants se demandent pourquoi les adultes regardent la pornographie. Alors l'agence Corbis a bien compris qu'on ne parle pas à la bouche pleine. Alors tout trouver en un seul endroit. Quand l'enfant a le sein dans la bouche, il ne pleure plus, ne parle plus, ne demande plus, ne cherche plus, ne désire plus. Il est gavé, saturé, ça tourne, il ne peut plus graver, il ne met plus le feu, il ne cherche plus le drame de la lumière, il ne met plus rien en lumière. Si tu continues à regarder la télévision, je vais l'éteindre. Alors que si je ne la regarde pas, elle pourra rester allumée et te tenir compagnie, enfin faire troisième parent, quoi, voilà. Alors, faire voir, c'est faire croire, c'est contrôler la population. Iconographie et iconocratie, iconoclaste, icône de classe, iPhone de masse, l'image et la Bible des illettrés. Il est très fort, ce capitalisme. Alors, les images qui nous donnent la parole, c'est celles qui nous donnent l'envie d'agir. C'est comme les histoires, il y a celles qui aliènent et celles qui libèrent. Madame Mondzin prône l'accueil de l'étranger. Et le plus grand étranger, on le sait, c'est le bébé, parce qu'il ne parle même pas sa langue maternelle. Et ouais, il ne comprend pas tout, il ne marche pas, ne reconnaît pas les visages, il ne comprend pas le rythme jour-nuit. Alors cet étranger-là, finalement, on l'accueille assez mal. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de chances de mourir aux urgences, plus de chances de mourir aux urgences qu'il y a 20 ans. Donc quel accueil pour nos bébés de demain? Dans quel monde vont-ils être accueillis? Alors les réalisateurs sont souvent aussi des montreurs. Il faut montrer un adversaire à combattre et pas un ennemi à abattre. Sinon pas de débat, mais des balles et de la violence. Alors c'est ce qui s'est passé au Capitole, ce qui s'est passé à Brasilia. Heureusement, ça ne se passera jamais en France. Alors maintenant, vous avez l'honneur et l'avantage d'entendre une création du collectif qui n'a pas seulement l'intérêt de s'occuper des enfants et des adolescents, mais aussi d'aller jusqu'au bout de l'engagement physique et vocal, en l'occurrence. Un matin tout dernièrement, en revenant de la visite médicale, je me sentais moins bien qu'avant. Je l'ai dit à mon institutrice, d'où souffres-tu, qu'elle m'a demandé. C'est bien simple, j'y ai répliqué. J'ai le cerveau qui se dilate, les neurones qui ne sont pas droits, la cervelle à l'envers, a dit le neuro-expert. Ah là là, c'est fatigant d'être un enfant normal. Ah là là, c'est fatigant d'être un enfant au pas. Chez le docteur, on me teste. Chez le psy, on me teste. À l'école, on me teste. Et mes parents s'entêtent. Ah là là, c'est fatigant d'être un enfant normal. Ah là là, c'est fatigant d'être un enfant au pas. À l'écrit, ça va pas. Paraît que je suis dyslexique. Quand je bouge, ça va pas. Paraît que je suis TDAH. Quand je rêve, je suis tête en l'air. Quand je décide, je suis dispersé. Quand je m'ennuie, je suis hypé. Tous les jours, c'est compliqué. Paraît même que je suis précoce. Ma vie est vraiment atroce. Ah là là, que c'est fatigant d'être un enfant normal. Ah là là, que c'est fatigant d'être un enfant au pas. Ah là là, que c'est fatigant d'être un enfant normal. Ah là là, c'est fatigant d'être un enfant
notre barrière, la musique de Claude.